Bonsoir et bienvenue à notre magazine sociopolitique Actu 60, le rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Bonsoir et bienvenue chez vous. Autour de ce débat, quelle est l'opportunité des élections en ce moment où l'Est du pays continue à brûler? Et puis nous allons parler sur la sortie officielle de l'Union sacrée, les présidiums ou encore le président du parti politique des membres de l'Union sacrée appellent la population congolaise à venir massivement répondre à ce méga activité. Nous nous posons des questions. Que gagnera le peuple? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence avec monsieur Edouard Kaboye. Quelle est d'abord l'actualité qui a retenu votre attention avant que nous commencions par notre sujet? Bon, au moment où nous devons être ensemble, sans tenir compte de nos couleurs politiques, ni de nos tendances partisanes que nous avons, mais bon, voir quelques compatriotes se réunir. On peut d'abord mettre à côté tout ce qui est comme nos égos, tout ce qui nous divise, et regarder ensemble dans la même direction comment venir en être rapidement pour l'intégrité territoriale de notre pays. Mais bon, malheureusement, nous avons encore des politiques congolais qui pensent à leur intérêt mesquin, égoïste d'ailleurs, sans pour autant tenir compte de l'intérêt supérieur qui est l'intérêt général de notre pays et de notre peuple. Et c'est vraiment ça, ce que j'ai un peu estomaqué de voir que jusque-là, Congolais de 1960 jusqu'en 2023 n'a pas encore compris les enjeux de notre pays, n'a pas encore compris comment prendre ses propres responsabilités devant l'histoire pour sauvegarder son pays, et nous en avons qu'un seul pays qui nous a été légué par nos pères de l'indépendance et nos ancêtres d'ailleurs. Alors il y a ceux qui se mettent tout simplement, c'est parce qu'ils ont des intérêts quelque part, nous devons nous battre contre le régime, et les gens pensent que le changement de régime, c'est ça le développement du pays. Or c'est bien au contraire. On sait qu'il fallait faire que, à ce moment-ci, soyons ensemble, combattons l'ennemi, et puis le reste, on verra comment nous allons évoluer. Donc voilà ce qui m'avait un peu tiqué pour ne pas comprendre jusque-là qu'est-ce qui se passe dans la tête de nous Congolais, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle magie que nous devons vraiment arriver pour être responsables de ce pays. Merci beaucoup. Je passe la parole aussi à Maître Jean-Louis Elsoma. Quelle est l'actualité qui avait retenu votre attention tout au long de cette semaine? Tout au long de cette semaine. Sans faire allusion de nos deux sujets. Oui, sans faire allusion de nos deux sujets, je pense que la façon dont se comportent les gouvernements nous déçoit, dans le fait qu'il abandonne la population congolaise à son triste sort. Vous avez suivi avec regret hier, à Lualaba, précisément à Kolwezi, comment un incendie s'est produit dans une école, et aujourd'hui la mort s'en est suivie, et tout cela au mépris des dirigeants qui n'ont pas pris de dispositions pour sauver ne serait-ce que la vie de ces enfants. Et donc, étant parent, je suis choqué, et en même temps je me demande à quand nos autorités prendront en charge les problèmes sociaux, ou prendra en charge sa population dans toute éventualité. Merci beaucoup. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à M. Edouard Kaboye. Il y a la guerre à l'Est. Les uns et les autres pensent aux élections, plus souvent, surtout ceux de l'opposition. Est-ce qu'il y a l'opportunité d'organiser les élections? Bon, madame, moi
Merci encore pour la question que vous me posez. Nous devons comprendre que la République démocratique du Congo, nous avons adopté le système démocratique, la démocratie pluraliste, par rapport à ce que, comme nous le savons ensemble avec vous, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je crois que le cycle électoral aussi s'inscrit à la démocratie. Et je pense, parce que c'est par rapport aussi que le peuple va s'exprimer démocratiquement. Comme nous le savons avec vous, le président de la République est élu sur suffrage universel direct. Qui veut dire que nous ne pouvons pas rompre ce cycle-là à cause des situations des vents et marées que les pays nous pouvons rencontrer. Parce que vous allez voir que nous, pendant qu'on était confinés au moment du Covid, il y avait d'autres pays qui ont organisé aussi les élections. Je ne vois pas moi ceux qui peuvent nous mettre en mal, à moins que les conditions, parce que là, nous prenons maintenant dans un cas d'espèce ou dans un cas particulier, si les conditions de cette guerre va à l'empire et que ça ne donne pas les moyens possibles à la CENI d'organiser les élections, là on peut voir dans quel contexte, etc. Mais pour le moment, avec ce que j'ai suivi moi-même, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, lui qui nous dit dans son point de presse que sur 100% jusqu'ici, il en a eu déjà 85% de satisfaction par rapport au processus électoral. Mais n'oubliez pas qu'il est parmi ceux qui s'est plaint qu'il n'y a pas d'argent. Il accuse le ministre des Finances Kazali de bloquer de l'argent. Oui, madame, si vous l'avez suivi... Comment il y aura des élections cependant que la CENI n'est pas encore financée? Si vous l'avez suivi la semaine dernière dans son point de presse, pour lui, il avait dit même les cas qui étaient restés dans son solde a été quand même affecté. Et c'est ce qui a permis à ce que le processus aille de l'avant. Donc jusque-là, pour Denis Kadima, quand vous les regardez aux yeux, vous trouvez tout simplement un nombre déterminé pour organiser les élections dans les dates prévues. Et c'est ça ce qui a suivi même pour le moment ici. Nous avons vu qu'ils ont demandé à ce que tous les états-majors politiques défilent là-bas chez eux. Une journée porte ouverte. Voilà, porte ouverte pour les derniers toilettages, pour voir le processus, comment ça a évolué, les doublons, est-ce que tout cela. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui là, tout ce qui était resté encore dubitatif par rapport à M. Denis Kadima, comment nous donner les élections, et ces élections que nous voulons être transparentes, crédibles et participatives. Vous êtes sûr qu'on parle de la transparence pendant que Kadima qui est là est boudé par une grande frange de l'opposition? Madame, il ne faut pas nous inventer une chose et son contraire par rapport à la démocratie. À la démocratie, tout le monde ne peut pas se mettre d'accord avec vous. Mais ce qui est important, il faut regarder dans la durée sur la vie politique du pays. Donc, s'il faut peut-être emballer tout le monde, parler le même langage, etc., là, nous ne serons plus encore la République démocratique du Congo. Donc, notre démocratie est basée sur ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. Mais fort malheureusement, mon constat amer a été toujours que souvent les opposants que nous avons dans notre pays, il n'y a pas vraiment ceux qui vous proposent pour une vie meilleure de lendemain de notre peuple. Qu'est-ce que vous, de l'UDPS, hier à l'opposition, avez-vous proposé au régime de Kabila? Mais vous savez, vous accusez les opposants d'aujourd'hui. Vous savez, nous, d'ailleurs, commençant par le dialogue de San City, il y avait les conditions que notre leader avait posées pour la vie politique du pays, notamment l'identification et le recensement. La chose qui était la plus importante pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, parce que cette fois-là, on s'était retrouvés ensemble avec le belligérant. Bon, tout le monde qui venait chercher le pouvoir de sa propre manière et de sa propre façon, et que nous, on avait trouvé, ok, si nous nous mettons d'accord, retournons d'abord au pays, recensons d'abord les peuples pour savoir combien nous en sommes, et puis identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous voyez que ces propositions-là, madame,
C'était vraiment des propositions très rares pour trouver dans notre pays. Un opposant vous proposez de telles histoires-là. Et vous allez comprendre que depuis que Féti Tshisekedi Moulumba, Thérèse Mémoire, depuis qu'il est parti, nous n'avons plus encore l'opposition dans ce pays. Voyez-vous, nous n'avons plus encore l'opposition dans ce pays. Donc, ça vous prouve à suffisance, effectivement, que en face de nous, en face du pouvoir, du peuple que nous avons eu, que nous avons quand même hérité par rapport aux élections, alors nous ne voyons pas encore quelque chose qui vienne dans le sens d'y ajouter de ce que nous pensons aller de l'avant. Donc c'est ainsi que vous avez trouvé que jusque-là, les amis grimpent, leur machine est en train de grimper pour ne pas trouver un leader de l'opposition, un homme qui peut donner des propositions concrètes et aider le gouvernement de les faire. Mais c'est pas ça. Le dialogue, le recensement, qui est l'autre proposition que l'UDPS avait proposée? Mais madame, vous le savez... Ce n'était que des marches, des protestations. Non, vous savez... Nous, quand d'abord, commençons d'abord par M. Mouzé Laurent Kabila, et nous avons, oui, mais bon, depuis le marshal Mobutu, comme vous le savez, les gens qui se sont battus dans la rue, jour et nuit, pour que ce pays advienne démocratiquement, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça c'était la quête de l'UDPS. Il n'y a pas eu la démocratie dans ce pays. Mobutu n'a pas déclaré le multipartisme dans ce pays sans pour autant se référer au combat de l'UDPS. Vous voyez les propositions de l'UDPS? Quand M. Kabila, après avoir fait partir le dictateur que nous avons combattu jusqu'à notre dernière énergie avec notre chef de file, Sfos de l'Humité, vous savez que même quand Kabila nous a mené ses troupes, on avait demandé parmi le premier plan que nous avons jeté, les jalons, nous avons demandé le monsieur, il nous a amené les étrangers, il peut demander à ces étrangers de nous donner leurs factures et pour retourner dans le pays, restons nous-mêmes pour continuer avec les affaires du pays interne. Donc vous comprenez? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Lorsque vous parlez des étrangers, vous avez amené des étrangers, mais comment pouvez justifier une photo dont nous voyons Koudabatoire est derrière Papa Etienne Tshisekedi? Non, ce sont des montages qui sortent dans mes officines obscures que nous connaissons avec vous. Comme vous en avez fait aussi, non, des montages? Non, l'IDPS, madame, vous savez, nous l'IDPS, dans ce pays, les premières parties filles aînées de l'opposition, c'est l'IDPS. L'IDPS, quand il dénonçait les choses, c'était des choses vraies et réelles. Nous, on ne partait pas dans les sous-informations. Non. Donc, nous, on avait des informations claires et nettes et avec des sources viables, fiables, qui nous donnaient, nous, la force de faire la résistance. Donc nous, il n'y avait pas de montage, de ceci, comme si nous avons vu avec vous. Aujourd'hui, pour clouer un homme politique, il faut aller derrière les jeunes filles, afin que ça puisse sortir et prendre une autre tournure. Mais nous, notre position, c'est en face. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons combattu tous ces régimes. À Kinshasa, non pas dans la poste. L'IDPS n'a jamais été expert en ça. L'IDPS a combattu farouchement avec des informations fiables et claires. Et si vous allez même révisiter l'histoire, vous allez voir que c'est l'UDPS qui avait révélé beaucoup des choses qui se préparaient pour la balkanisation, les choses qui se préparaient pour tout ce que nous avons vécu avec vous dans ce pays. Merci. Vous, madame. Donc c'est ça. Vous avez fait 10 minutes, votre collaborateur, on aura aussi autant. Donc que personne ne se plaigne au PCA ministre Kolekanga. Non, je suis juste, c'est l'équité. Je passe la parole à Maître Jean-Louis. Vous avez suivi votre co-débatteur. Je sais que vous allez peut-être rebondir, mais par rapport à cette question, l'opposition exige plus des élections, mais vous oubliez qu'il y a la guerre à l'est du pays. Est-ce que nous irons aux élections sans l'est du pays? Merci, Madame la journaliste, pour le temps que vous m'accordez et aussi pour la préoccupation aussi importante. Je ne mâche pas les mots là-dessus. Nous faisons une opposition républicaine dans ce pays. Nous défendons les intérêts de nos compatriotes bafoués par la majorité aujourd'hui au pouvoir. L'opposition est pété, comme avait dit le chef de l'État. On verra.
On verra. Vous savez, l'opposition, c'est le seul même qui manque dans l'aliment pour que l'aliment ait le goût. Parce que s'il n'y a pas de l'opposition, s'il n'y a pas de critiques objectives, s'il n'y a pas des observations, là nous tendons vers le népotisme, vers la dictature, celle qui veut nous imposer l'union sacrée en place. Mais nous n'en sommes pas encore là. Madame la journaliste, vous savez, les élections font partie de notre constitution. Et tout le monde est en dessous de la constitution, la loi fondamentale. Quand je parle de tout le monde, je vois les dirigeants actuels. Les dirigeants actuels ont le devoir sacro-saint de servir la nation congolaise de bonnes élections, libres, transparentes et apaisées. Donc c'est un devoir, c'est une obligation pour la CENI, pour le gouvernement congolais, de donner à la population congolaise l'occasion de s'exprimer démocratiquement et de se faire choisir les élus qu'ils veulent diriger après 2023. Et donc, dire que le processus électoral serait empiété parce qu'il y a la guerre à l'Est, non madame, c'est faux. Vous savez que nous avons une jurisprudence abondante. Les régimes que nous avons combattus avec mon frère d'en face, parce que je suis mon co-débatteur que je respecte beaucoup, parler de l'IDPS. Non, l'IDPS n'a pas combattu seul, madame. Vous vous rappelez qu'il y avait les rassemblements de l'opposition. Vous vous rappelez qu'il y avait l'union sacrée à son temps de Mobutu. L'IDPS, que nous respectons beaucoup, n'a jamais combattu la dictature seule. Il y a toujours eu des années. Et ces années-là, nous continuons la guerre quand il y a les dérapages dans la ligne droite de notre père, le Sphinx Etienne Tshisekedi Wamolumba. Laissez-moi vous relancer dans votre antenne. C'est vrai, l'UDPS n'a pas combattu seul, il y a eu deux alliés, mais on avait quand même senti une force de l'opposition. Aujourd'hui, on ne sent rien, il n'y a pas de ville morte, vous ne décrétez rien. En tout cas, on ne sent pas l'opposition. Hein. Madame, allez-y. Vous devez savoir que le pouvoir actuel, c'est notre pouvoir. Nous avons fait assez que le dictateur Kabila aille avec sa suite pour que nous puissions réinstaurer la philosophie de notre maître, Papa Etienne Tshisekedi Wamolumba, qui nous parlait, dès lors que nous aurons le pouvoir, nous allons penser au peuple. Le peuple d'abord. Que demande le peuple? Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous nous sommes retirés parce qu'on s'est détourné du serment de Papa Etienne. Et donc, ce que fait le pouvoir aujourd'hui, nos collègues à qui nous avons lutté il y a quelques années, nous savions. Donc il n'y a jamais eu ce que vous êtes en train de qualifier de l'opposition de PTPT. Non, madame. Les choses avancent à petits pas et bientôt là vous allez voir dans quelle couleur les Congolais vont s'exprimer. Nous tenons debout parce que nous sommes dans un régime que nous qualifions de démocratique et on doit respecter les droits de l'opposition. L'opposition n'est pas PTPT, madame. Parce que la majorité du peuple congolais souffre des actes posés par le régime actuel. La population est abandonnée. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des pleurs. Chaque jour, il y a des plaintes. Jusqu'à quand le peuple congolais va souffrir, même du régime, du fils biologique et politique du Sphinx. C'est pourquoi nous allons l'aider à ce qu'il puisse laisser ses pouvoirs et nous allons donner la chance à un nouveau président, celui qui sera à côté de la population pour que les choses aillent de l'avant. Revenons sur la question du processus électoral. Madame, vous savez, le processus électoral a 3 étapes. Il y a l'étape pré-électorale, et l'étape électorale et l'étape post-électorale. Là, nous sommes dans une étape préélectorale. Voyez le décor planté aujourd'hui par la CENI de M. Denis Kadima. Nous sommes en train de l'implorer qu'il revienne à la raison. M. Denis Kadima, la population a besoin des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. La population congolaise dont nous défendons les intérêts n'a pas besoin des élections chaotiques. Parce que les décors déjà plantés dans l'étape pré-élection, il y a déjà les décors du chaos. Ce n'est pas un procès d'intention?
Non, c'est la réalité. Lorsque, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les opérations d'enrôlement, madame, mais nous avons fait des choses. Est-ce que vous avez vu la CENI déférer le membre faussaire, même une seule personne devant les cours et tribunaux, pour que la justice puisse s'en charger? Personne. Nous voyons aujourd'hui, on est en train de chercher à faire passer des lois discriminatoires, des lois qui créent de confusion, des lois qui créent la crise et la méfiance, qui divisent même la population. Voilà le décor chaotique qui va installer la CENI aujourd'hui. Et nous implorons, nous disons au chef de l'État, parce que nous faisons l'opposition républicaine, madame, nous critiquons, nous proposons. Nous demandons au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de regarder avec un œil attentif la situation de la CENI, d'éviter les chaos, d'éviter les violences. Pour le moment, c'est l'autorité suprême du pays. Il a le pouvoir de recadrer la CENI afin que les choses reviennent à la normale. D'ailleurs, lui, il est partant des lois qui ne discriminent pas certains Congolais à postuler, madame. Donc, nous demandons à ce que les élections que nous attendons d'ici 7 mois soient vraiment démocratiques, libres. Au cas où il y a eu glissement. Madame, nous ne permettons pas qu'il y ait glissement dans ce pays. Accepter le glissement, c'est violer constamment. Le glissement des 2 ans de Joseph Kabila, non? Violer. Nous sommes des démocrates, madame. Le pouvoir que nous avons mis en place est ici de la démocratie. Nous devons faire ce que notre papa, Etienne Tshisekedi Mulumba, nous disait. Nous ne devons pas emboîter les pas de ceux qui ont fait des histoires. Dans notre jargon, dans notre lutte, on n'a jamais pensé au glissement. Et le pouvoir a tout. Nous avons un gouvernement qui se dit responsable, qui met les moyens. On ne peut pas penser au glissement. Et si glissement il y aura, en tout cas, si glissement il y aura, je demanderai que ce glissement-là se fasse sans le président actuel au pouvoir. Nous avons dit. Merci beaucoup. Je me repasser la parole à M. Edouard Kaboye. La guerre à l'Est. On ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Les gens continuent à mourir. Vous dites qu'il y aura des élections. Est-ce que vous ne voyez pas que cela contribue négativement à votre mandat? Pas nécessairement, madame. Comment ça? Parce que le chef de l'État, attendez, le chef de l'État nous avait dit qu'il ira s'installer là-bas. Il n'est pas parti. Il avait dit qu'il se sentira dans la peau du chef du président de la République pendant que lorsqu'il y aura la fin de la guerre. Ce n'est pas arrivé. Il nous avait dit encore en 2022, il y aura la fin de la guerre. Il n'y a que des promesses qui ne se réalisent pas. C'est pas du fiasco, ça. Madame, vous savez, allez-y maintenant. Ce qui touche la guerre, ce sont des matières très 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 dynamiques qui requièrent beaucoup de technicité et d'expérience pour en arriver. Vous vous rappellerez aussi, je crois, ça doit être en 2002 ou 2003, quand les États-Unis d'Amérique est allé pour envahir l'Irak. Le temps qu'ils prétendaient conquérir ce pays, mais la réalité sur le terrain était tout autre. Vous vous rappellerez qu'ils avaient consenti beaucoup de défaites vers Bassora, au point même que le militaire américain repliait déjà au pays, mais c'était juste leur renseignement qui était renforcé. Il a fait ce qui puisse continuer avec cela. Donc la guerre, effectivement, vous connaissez les jours où ça commence, mais les jours où ça termine, vous ne savez pas. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir pour le moment, maman, il faut lire l'homme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa détermination, son engagement, son énergie qu'il déploie jour et nuit jusqu'à ce que notre parti doit revenir totalement dans son intégrité territoriale. Vous avez vu même par rapport au budget, à sa répartition. Donc c'est l'armée qui a rehaussé quand même les budgets jusqu'à 1,6 milliard de dollars
Tout ça, c'est pour donner notre armée. L'armée a réussi à financer les budgets pendant qu'il y a les impayements. Les fonctionnaires sont toujours impayés. Maman, ça, ce sont les informations de la rue. Donc, vous êtes une journaliste d'investigation. Mais je vous dis des formations. Vous avez... Non, madame. Mais nous avons suivi les chefs d'état-major général. Et d'ailleurs... Les fonctionnaires qui sont toujours impayés. Quand vous nous vantez que le budget est rehaussé, mais les fonctionnaires sont toujours impayés. Madame, la semaine passée, si vous avez suivi tes concerts à la première presse, je crois, du ministre de la fonction publique, qui vous dit qu'au mois de mars ici, on a majoré à 30% les salaires des fonctionnaires de l'État, et au mois d'avril, 45%. Ce qui veut dire que pour arriver à ce que les salaires des fonctionnaires soient quand même rehaussés, c'est-à-dire que le budget de l'État se comporte d'une manière disciplinaire pour permettre à ce que tout le monde se retrouve et que ce pouvoir d'achat revienne à tout le monde. Alors la guerre à l'est de notre pays, je vous dis, madame, Kagame, qui s'est trompé d'adversaire, il ne gagnera pas cette guerre-là. Le frère du chef de l'État s'est trompé d'adversaire. En tant qu'Africain, le chef de l'État l'avait appelé son frère. Il est africain. Attendez, je devrais lancer. Oui, oui. Mais qu'en pensez-vous lorsque nos minéraux sont exploités par le Rwanda? Ce n'était pas un contrat de la honte, ça. Il n'y avait pas un contrat de la honte, maman. Surtout que nous avons 9 voisins. La politique diplomatique de notre président de la République était focalisée sur la pacification de la région et une cohabitation pacifique avec tous nos 9 voisins. Et le Rwanda qui tuait les gains derrière nos ressources minérales et tout ce qu'il croyait encore à reformer, c'est ainsi qu'il y avait cet accord-là pour, d'ailleurs, comme vous le savez, le président de la République tient mordicus à ce que tous les accords que nous devons ratifier ou signer avec nos partenaires doivent être des accords sur le principe gagnant-gagnant. Il n'y a pas question maintenant de devenir parce que c'est moi qui est ceci, c'est moi qui est là. Et je crois, vous, en tant que journaliste d'investigation, vous savez que ce qui a énervé Kagame, c'est parce que nous l'avons coupé court à tout ce qu'il tirait comme butin sur notre sol. Quand nous avons rompu, mise en vieillesse, l'accord d'exploitation illicite de notre or, c'est tout ce que vous avez vu. C'est parce qu'il y a eu un état de siège. Et cet état de siège a mis très mal à l'aise Kagame avec ses bras séculiers pour qu'il ne puisse pas encore s'abattre sur nos richesses. C'est ainsi que cette guerre-là que vous voyez, madame, avec la détermination, vous avez vu à l'appel solennel du président de la République pour que tous les Congolais prennent conscience, enfin que notre armée doit être maintenant une armée très très forte, capable de dissuader l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Vous avez vu l'appel qui a été suivi, vous avez vu dans tous les centres de formation comment nous avons de nouveaux recrues, etc. L'armée est outillée, l'armée est accompagnée. Il y a tout ce qu'il faut pour que notre armée fasse sa part avec force offensive pour mettre l'ennemi en débandade. Mais laissez-moi, madame, revenir à ce qu'a dit mon co-débatteur. Vous savez, nous, l'UDPS, les combats que nous avons menés dans ce pays, c'est pour avoir un rendez-vous démocratique. Le pouvoir doit se passer aux urnes et rien qu'aux urnes. Donc, il n'y a pas question de venir encore d'une manière cavalière que nous avons vécu avec vous le 17 mai 1997, avec tout ce que nous avons connu avec vous dans ce pays. Et pour ça, l'UDPS tient à ce que le cycle électoral doit rester intact. Ça ne peut jamais être encore déverrouillé. Ce n'est pas juste... Parce que ce n'est pas des trompe-l'œil. Ce n'est pas des trompe-l'œil que vous faites. Ce n'est pas des trompe-l'œil parce que vous avez vu, nous, les jours qu'on a investi Denis Kadjima comme président de la CENI, nous avons fait foi et nous avons cru aux élections. Notre secrétaire général, Augustin Kabouya, était au front pour aller chercher déjà notre électoral et permettre à ce que cette fois-ci, l'UDPS doit gagner ces élections haut la main. Vous avez vu pendant les opérations de ce processus électoral,
dans des autres zones opérationnelles. Il y a eu des reports en report pour permettre à ce que tout Congolais et toute Congolaise ayant l'âge de participer au vote, d'aller s'inscrire, avoir sa carte d'électeur pour y passer. Et c'est pourquoi l'utilité de la journée porte ouverte que vous avez vu, à ce que si, comme mon débatteur dit là, mais ils peuvent aller là-bas s'enquérir pour savoir qui s'est enrôlé, qui ne s'est pas enrôlé, qui est mort, qui est vivant, qui est doublon, qui ne l'est pas. Voilà un processus électoral que nous voulons transparent. Pendant qu'au Kassai des mineurs se font enrôler, il y a une vidéo qui ont sorti. Il n'y a pas de problème. Les gens font déplacer des kits électoraux à domicile. Les portes sont ouvertes, madame. Les portes sont ouvertes à la CENI. C'est cet appel que je lance à mon co-débatteur. D'y aller, c'est ouvert pour vérifier s'il y a des mineurs qui ont été enrôlés. C'est le moment de faire les toilettages. C'est le moment de faire les propositions. Ça ne restera pas toujours dans les débats sur les chaînes de télévision. Il faut aller sur place vérifier pour que nous puissions avoir une élection transparente, crédible, participative. C'est ça ce que je veux que tout le monde y participe. Maître Jean-Louis, vous avez suivi votre co-débatteur, mais je me poser de la question de savoir, mais quand même vous reconnaissez les efforts du chef de l'État. Il y a eu Mangachuto qui a été arrêté. Cela donne déjà un signal fort pour la paix à l'est du pays. Madame, cela n'empêchera jamais que nous ayons des élections ici. Avant de chuter sur votre préoccupation, j'aimerais rencontrer à chaud mon co-débatteur sur la question des opérations préélectorales organisées par la CENI. C'est chaotique, madame. Prenez besoin de rappeler ici, devant votre plateau, que nous avions vécu des moments infernaux. Comment infernal? Au moment où je vous parle, il y a des gens, des personnes qui ont des kits électoraux dans leur maison. Il y a des mineurs et des étrangers qui se sont fait enrôler sans être inquiétés. Il y a des cartes qu'on a eu à découvrir entre les mains des individus qui ne sont pas des agents de la CENI. Mais dans tout ça, madame, nous n'avons vu nulle part la CENI organiser ne serait-ce qu'un procès ou déférer ne serait-ce qu'une seule personne devant les instances judiciaires pour qu'il soit sanctionné par rapport à ces violations. Nous, étant Congolais, nous, candidats, nous avions peur parce que ces décors-là ne favorisent pas la transparence ni l'équilibre dans la voie électorale. Revenons sur la question de la guerre à l'Est, madame. Nous ne cesserons de le dire parce que nous l'avons toujours dit. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous relancer par rapport à la question électorale. Comme le MLP ira à la porte ouverte, non? Madame, le problème n'est pas d'aller à la porte ouverte. Le problème, c'est de rencontrer les soucis de nos critiques que nous avions amenées. Mais allez là-bas, que vous saurez qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. C'est ça, au lieu de rester dehors, de critiquer le pouvoir en place. Vous savez, madame, c'est de la mauvaise foi, non? Les MLP, c'est parmi les partis qui prophétisent. Ah bon? Qui prophétisent des événements. C'est un prophète politique, madame. Allez-y. Nous allons le démontrer. Nous prophétisons des événements, les décors déjà plantés par la CENI pour que les élections amènent la violence, amènent la séparation, amènent des rébellions. Chose que nous ne partageons pas avec l'IDPS. Parce que nous sommes un parti démocratique aussi. Nous sommes un parti qui prône la non-violence. Nous sommes un parti qui veut que les Congolais vivent en harmonie avec lui-même et avec tout le monde. Alors, partant de la question de l'Est, madame, le complot de la balkanisation, il a été profond. Nous avions dénoncé ça du début du régime actuel, qui a un complot de balkaniser le Congo. Mais qu'est-ce qui reste après les propos de M. Kagame? M. Kagame a dévoilé publiquement ses appétits gloutons de venir déchirer la RDC. Vous savez, nous en MLP, nous sommes des chercheurs. Je suis allé voir des historiens pour demander par rapport à ces propos. Il y a des grands professeurs éminents. Je peux citer le professeur Ndaïwel Isidore, qui a même dit, s'il y a un pays qui peut réclamer les terres, c'est la RDC qui peut réclamer les terres auprès du Rwanda, et non l'inverse. Mais face à ces déclarations de guerre, voilà là où nous voyons que les autorités, le régime actuel est complice. Son silence est complice.
celui qui nous a amené les EAC, alors que nous lui avions conseillé de ne pas nous amener dans cette organisation sous-régionale, voilà là où nous en sommes. On nous dit, le M23 s'est retiré. Il s'est retiré pour aller où? Le M23, vu paisiblement dans nos territoires, disséminés, ils ont juste enlevé l'uniforme pour être en tenue civile. Et dites-moi, on nous dit nous avons une armée dissuasive. Notre armée a récupéré quel village ou quel territoire jusqu'à là, madame? C'est du bluff qu'on est en train de nous jeter dessus. Raison pour laquelle, vigilants que nous sommes, nous dénonçons. Nous disons au président de la République, voilà encore une autre fait qu'on devait oublier. Mon co-débatteur évoquait la diplomatie frontalière avec le Rwanda. Mais madame, jusqu'à quand la RDC ne va pas rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Nous pleurons chaque jour au nom du Rwanda, mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons des relations diplomatiques avec le Rwanda, excepté les rappels de l'ambassadeur. Mais les relations sont là, les frontières sont ouvertes. Madame, je vous dis, je demande aux autorités congolaises, les gouvernements congolais, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ces relations ne nous servent à rien. Je demande au président de la République, le commandant suprême des armées, après la rupture de ces relations diplomatiques, il a la latitude d'envoyer les forces spécialisées pour contrôler et sécuriser nos frontières. Je demande à la population congolaise d'être vigilant, d'être mobilisé et de dénoncer toute infiltration de l'ennemi chez nous, les gens qui nous font manquer la paix. Donc nous devons les dénoncer et les démobiliser. Voilà l'appel que j'ai lancé à ce qui concerne la guerre de l'Est. Quant à l'armée, de prendre ses responsabilités, de ne plus compter sur les forces de l'EAC. Vous savez, madame, les forces de l'EAC sont payées par les trésors publics congolais. Et nous payons ces forces qui viennent en intervention chez nous, mais qui ne font rien. Je ne vois pas les rapports positifs dans ce que le gouvernement est en train de faire ou dans ce que notre armée est en train de faire. Et donc, nous demandons au président de la République de nous faire sortir de cette organisation régionale auquel les Congolais ne se retrouvent pas et ne bénéficient de rien. Vous savez, nous faisons une opposition républicaine. On ne vient pas seulement critiquer, mais nous apportons aussi des solutions. Voilà la différence de l'école du MLP aux autres partis politiques. Et voilà, nous allons passer au second sujet. Je vais passer la parole à M. Edouard Kaboye par rapport à cette question, à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ça aura lieu le 29. Ils font un appel massif à la population de venir. Mais du moins, nous entendons, selon une source, qu'on aurait déboursé 15 millions de dollars pour cette méga activité. Monsieur Edouard Kaboye, que gagne la population? Effectivement, madame, avant d'en revenir à votre question, je voulais rencontrer ce qu'a dit mon co-débatteur. Je crois que vous avez vu à la prise de fonction du nouveau ministre de la Défense nationale, M. Jean-Pierre Mbemba. Il a demandé à ce que nous puissions aller sur la table d'évaluation avec toutes ces forces étrangères qui sont venues pour nous aider à cette crise sécuritaire qui se vit à l'est de notre pays. Et à la fois première, le ministre de Défense qui ont été concernés à cette rencontre, ils ont brillé par leur absence. Et il s'est tenu qu'une réunion d'évaluation avec le chef d'état-major. Et puis enfin, il a demandé à ce qu'ils doivent revenir pour que nous puissions évaluer, voir les points positifs, les points négatifs, et puis tirer les traits ou mettre peut-être fin à cette histoire. Pourquoi? Parce que maintenant là, la transcendance ou la force que prenne notre armée, nous sommes capables à nous-mêmes de nous prendre en charge. Et vous allez voir que le mandat qui a été prévu pour que ces forces régionales de l'Est puissent quand même y mettre ensemble, qui était le mandat offensif, bon, la réalité du terrain était tout autre. Voilà pourquoi j'aime vraiment la qualité de ce débat.
Merci. mon co-débatteur, parce que c'est la question de notre pays. Nous avons qu'une seule république. Nous avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas de passeport, 3 passeports. Nous avons que la RDC, notre pays. Je pense que il y a vraiment tous qui se prennent en position pour mettre vraiment fin à cette histoire. Est-ce que vous dites La sortie officielle de l'Union sacrée. Bon, vous savez, les PPRD nous avaient déjà fait habituer dans ce pays, surtout avec de ce que nous appelons en anglais aujourd'hui, fake news, c'est-à-dire des choses formatées, ou même un Congolais dans l'arrière-pays, il peut aussi en être témoin. Comme vous le savez, madame, nous, dans ce pays, l'UDPS, c'est une grande machine. Nous sommes une machine politique de ce pays. Nous sommes une grande machine mobilisatoire dans ce pays. Ce qui veut dire que... Mais dernièrement au stade de la prière, c'était du fiasco, hein, avec le siège de l'UDPS. Non, il y avait le problème des confessions religieuses qui avaient prévu leur... Sous l'impulsion de l'UDPS. Non, il n'y avait pas... On a pas... vu Augustin Kabouya là-bas, c'était du fiasco. Madame, allez-y. Vous savez, Augustin Kabouya, c'est le président de l'UDPS. À lui seul, à cette époque-là, avec Jean-Marc Kabunda Kabound. Mais l'UDPS a rempli le stade de martyrs. À nous-mêmes. Quand? Et d'ailleurs, non mais juste, ça doit être en 2019. Hein? Lors de l'investiture? Non, ce n'était pas lors de l'investiture. Quand Kagame était venu, quand vous avez chanté pour... Non, ça c'était pour les obsèques. C'était quoi? Là c'est pour les obsèques. Il y avait notre meeting que nous avons tenu au stade des martyrs. Je crois que ça doit être en 2020. Ça doit être en 2020, des histoires comme ça. Là. Je ne m'en souviens plus. Mais vous allez revisiter les images. Et à cette période-là, c'était avec Jean-Marc Kabunda, secrétaire général Augustin Kabouya. On pourrait dire en ce moment-là, le peuple avait confiance à vous, mais présentement, là, le peuple vous a donné le dos. Hein? Mais est-ce que vous avez déjà vu une marche décrétée par l'UDPS, une campagne, ou quoi que ce soit, où vous constatez, comme ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui par rapport à cette opposition qui est totalement soufflée? Est-ce que vous voulez comparer l'UDPS de Papa Etienne et l'UDPS d'aujourd'hui? Mais nous avons fait la démonstration de masse, madame. Je crois que vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Vous avez vu d'ailleurs, à son actif, lui seul, secrétaire général Augustin Kabouya, partout où il a passé, en arrière-pays, pour aller tisser nos relations avec cette population-là, et pour aller déjà voir comment nos circonscriptions électorales, et puis tenir compte aussi de notre électorat. Vous avez pas pu la passer. Quand tu l'as passé en arrière-pays, c'était de plein craquet. Vous ne le savez pas où il est allé. D'ailleurs, récemment, vous l'avez vu à la province orientale, c'était plein craquet. Ça. Donc l'UDPS de ce côté-là, c'est dans notre ADN. Nous, on ne peut à aucun moment. Si vous attendez une telle nouvelle, là, ce n'est pas l'UDPS. l'UDPS mobilise de son propre... Vous n'avez pas peur qu'on chante encore Fatih, Yebela Mandé Sili? Vous n'avez pas peur? Mais peur de quoi? La preuve en est que le samedi, le 29, nous serons au stade. Moyennant les billets de banque. Nous serons, nous l'UDPS. Moi, je parle de nous l'UDPS. D'ailleurs, vous allez voir, même ceux qui vont remplir pleinement ce stade-là, ça sera les combattants. Mais apparemment, l'UDPS, il y a un constat que nous avions fait. Lorsque ça va, vous dites que non, béton, ça c'est nous. Mais lorsque ça ne marche pas, vous accusez les autres. Mais aujourd'hui, il est difficile pour vous de reconnaître les efforts des autres. Parce que l'Union sacrée, ce n'est pas seulement l'UDPS, non? On a vu Mbosso appeler les pasteurs pour mobiliser leurs fidèles. Ce n'est pas seulement l'UDPS. Non, mais madame, nous sommes dans une coalition. Nous, la malchance que nous avons eue, c'est que moi je qualifie peut-être l'accident du parcours. Donc, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir qui n'est pas totalement à l'effectif de l'UDPS. C'est-à-dire, nous allons de coalition en coalition. Merci. Alors, chaque acteur dans cette coalition doit montrer de quoi il est capable, de quoi ils nous ont rejoints pour qu'ensemble nous puissions amener ce pays à un bon port et le développement.
Bon, ça, ce n'est pas le rapport de l'UDPS. Merci beaucoup. 15 millions de dollars, vous connaissez l'auteur, allez lui demander. Chacun comptable devant le peuple. L'UDPS, c'est pas l'UDPS. Hein? Non. Merci beaucoup. Madame, vous savez que l'UDPS, dans ce pays, depuis la prise de pouvoir, mais nous avons mis ce pays ici à un élan qu'il méritait. C'est l'UDPS qui a décrété la gratuité de l'enseignement. Vous avez dépassé votre temps. Je passe la parole à Maître Jean-Louis. L'Union Sacrée va organiser sa sortie officielle le samedi. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Madame, l'Union Sacrée, mais c'est les copier-coller de la mouvance présidentielle à l'époque de Mobutu. C'est les copier-coller de la AMP au FCC du régime sortant de Kabila. C'est les copier-coller des faticikédistes. C'est du déjà vu dans ce pays, madame. Les venants, je déplore aux yeux de voir que l'Union Sacrée commence déjà à battre la campagne électorale, madame. Quel est l'objectif de ces rassemblements? C'est la campagne électorale. Donc, l'Union Sacrée ouvre les balles à l'élection, à la campagne électorale, en méprisant les lois du pays. Est-ce qu'il y a opportunité en ce moment de se réunir plus de 500 partis politiques? Pourquoi pas? Ils sont libres, non? Nous sommes dans un pays démocratique, comme vous l'avez dit. Madame, nous sommes dans une année électorale. Mais c'est et dans une année électorale, le programme est bien établi. Nous ne sommes pas encore au moment de la campagne électorale qui veut nous faire vivre l'Union Sacrée aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Je vous disais tantôt que c'est du copier-coller. Et je vous informe que l'Union Sacrée, c'est une association de personnes qui ont causé du tort à ce pays. Des gens qui n'aiment pas ce pays. Ils se sont réunis au sein de l'Union Sacrée. Madame, je sais que vous me demandez qui sont ces gens-là. Nous avons les mobutistes. Nous avons les kabylistes. Nous avons les faticikédistes. Parce qu'au sein de la mouvance du séquedisme, il y a des tendances. Les études séquedistes que nous sommes, que nous représentons, qui sont avec le peuple, et les faticikédistes, les gens qui veulent jouer. Ce n'est pas la peur de venir écraser l'opposition? Madame, quand je vous dis cette machine, c'est du déjà vécu. Comme on dit, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale réunir plus de 500 pasteurs. Et tu sais, nous, dans le MLP, nous faisons des recherches. Il y a 2 jours passés... Attendez de vous interrompre un peu. D'ailleurs, j'annonce la semaine prochaine, nous aurons un débat avec les pasteurs ici par rapport à cette question. Allez-y. Il y a 2 jours passés, j'ai approché un proche collaborateur de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Je lui ai posé une question de curiosité. Dites-moi, le stade plein que Fally Ipupa venait de jouer, vous avez dépensé combien de millions? Sa réponse n'a pas été à la hauteur de l'argent que déboursent les trésors publics aujourd'hui pour faire passer la manif, le rassemblement de certains partis politiques. Qui a de preuves palpables par rapport à ce montant? Madame, vous savez, je venais de vous citer ces plateformes en commençant de l'époque de Mobutu qu'on combattait jusqu'à ces jours. Ils ont un point commun. Dans leur phase opératoire, c'est l'argent du trésor qui sort pour faire ces manifestations. Personne, on ne vous dira pas que personne n'a mené son argent. Dites-moi, quelle est la liste de gens qui y ont contribué? Il n'y a pas la liste. Ce sont les millions de la République. Pendant que la population souffre, pendant que les gens sont impayés, pendant que les enseignants ne sont pas payés, on prend des millions de la République, on les déverse à la jouissance des politiciens. C'est vraiment pittoresque ce que nous sommes en train de vivre. Et comme ils veulent lancer la campagne électorale de cette façon-là, nous avons les larmes au cœur de constater la déroute. Mais apparemment, l'opposition ne se prépare pas aux élections. Madame, je vous dis, l'Union Sacrée se prépare en conséquence. Dans ces pays, il y a une opposition. Il y a une coalition de partis, mais on ne sent pas l'unité au sein de l'opposition. Madame, c'est le plus grand, qu'est-ce qu'on dit? C'est vraiment le point faible de l'opposition. Apparemment, vous oubliez l'histoire de 2018, madame.
Vous oubliez l'histoire de 2018, quand nous étions dans les rassemblements de l'opposition, le rassemblement pour l'opposition. On ne nous a pas donné la chance, mais aujourd'hui nous avons eu le pouvoir. Ce sont les opposants que vous êtes en train de critiquer, qui n'étaient pas organisés en son sein, dépourvus de moyens, qui ont gagné les élections. Aujourd'hui, certains se retrouvent dans le pouvoir. Mais le monde n'a pas changé. Quand nous voyons le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, mobilisés à la manière du FCC, à la manière de l'AMP, qu'est-ce que je ne vous dirais pas que c'est du copier-coller? Et donc, le moment opportun, nous allons vous présenter la recette de l'opposition. Mais pour le moment, parce qu'il ne s'agit pas de la campagne électorale, nous abstenons sous le plan stratégique de dénoncer notre organisation interne qui est encore secrète, madame. Mais seulement, je m'en moque parce que il a fallu chercher 11 millions à 15 millions pour qu'on fasse le plein du stade, alors que l'artiste Fally Ipupa en a fait, pas même avec $1 million. Donc, nous comprenons. Nous sommes dans le système de dilapider les moyens du trésor public à des fins de jouissance privée, ce que nous fustigeons et ce que nous condamnerons jusqu'au bout. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, mais je dois donner le mot de conclusion à chacun. Je passe la parole à M. Edouard Kaboye de conclure l'émission. Vous avez 1 minute et 30 secondes. Bon, madame, je voulais à ce que nous puissions clarifier quelque chose dans 1 minute que vous m'accordez. Je pense que mon condamnateur, c'est un juriste. S'il a des informations, il doit aller vérifier à la source. Il peut aller au trésor public, qu'on puisse lui montrer où on a défalqué même un rond par rapport à cette manifestation-là. Si elle ne s'organise pas, qu'il laisse libre l'Union sacrée s'organiser. Parce qu'une élection ne s'improvise pas. Concluez. Une élection se prépare. Concluez. Alors, nous demandons à notre peuple de s'arranger derrière le commandant suprême des forces armées. Parce que, même à un certain moment, Mobutu avait dit, donc seul, il n'arrivera pas, mais avec l'appui de son peuple, il arrivera. Et notre armée, qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, ils sont en train de donner les sacrifices suprêmes pour l'intégrité de notre pays, alors sont derrière nos forces armées, et qu'une vérité que vous devez retenir, peuple congolais, madame la journaliste, cette guerre-là retournera à ceux qui nous ont expédiés. Et Kagame et ses complices, à n'importe quel moment, merci. À n'importe quel moment, et la RDC est capable de se défendre. Aucun centimètre carré de notre terre ne sera cédé à tous ces envahisseurs-là. Merci. Veuillez conclure l'émission, maître. Oui, madame, je demande au président de la CENI de ne pas nous planter les décors des élections chaotiques dans cette phase préélectorale dont nous avons vu déjà certains actes posés. Et à cet effet, je lance un appel au président de la République, le premier citoyen congolais, de veiller à l'organisation des élections apaisées, crédibles, transparentes, où tout le monde sera à l'aise de s'exprimer démocratiquement. Étant donné qu'il est le fruit d'un parti démocratique, je pense qu'il saisira l'importance de ces messages. Nous demandons aussi au président de la République de prendre le courage à instruire son gouvernement, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, ces relations qui ne procurent rien que la misère, rien que la souffrance de temps en temps, de donner l'ordre à l'armée, surtout aux unités spécialisées, de sécuriser nos frontières et de le fermer avec ce pays, le Rwanda. Quant à l'Union sacrée, madame, que je viens... Concluez. Oui, je suis en train de conclure. L'Union sacrée, qui est une association de personnes qui n'aiment pas le Congo, madame, je demande à tous les patriotes comme moi de ne pas faire attention à ce qui va se passer le 29, parce que c'est un non-événement qui ne concerne pas l'intérêt général du peuple congolais, sinon la jouissance de certains leaders politiques qui veulent toujours utiliser la population. Voilà mon petit dernier mot. Je salue tous les Congolais, je resalue mon co-débatteur et je vous remercie de nous avoir invités dans votre plateau, madame. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais avant tout,
Je vous rappelle que nous avions reçu 2 invités sur ce plateau. Il s'agissait de Maître Jean-Louis Essoma. Il est le secrétaire national en charge de la jeunesse du MLP, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Nous avions reçu aussi M. Edouard Kaboye, le représentant de l'UDPS Angola, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Et je vous rassure que ça ne va plus se répéter. C'est à vous maintenant qui êtes au pouvoir d'arranger la question de l'électricité. Nous sommes en train de Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais j'aimerais placer un mot. C'est décevant, ça fait très mal, en pleine émission, en plein travail, il y a des coupures. Le gouvernement, vous devez vraiment faire un effort. Avec le 7 mois qui vous reste, s'il vous plaît, faites quelque chose. Des factures avec des montants exorbitants. Mais il n'y a pas d'électricité. Qui n'est comme mon Lili. Ça ressemble à l'enfer. Je suis allée une fois à Kimbatsek, et d'ailleurs, à Kimbatsek là-bas, ils ne connaissent même pas l'électricité. À Lupin là-bas, il y a un courant mari des nuits. Et tirer les conséquences. Merci beaucoup. Je dis merci au pasteur Mani Mavou, c'est ton ami, le fidèle téléspectateur de cette émission, à qui je dis vraiment merci beaucoup pour vos conseils et vos remarques dont nous en tenons toujours compte. Merci à Enoch Mbala, le réalisateur. Merci à Light, le régisseur. Merci beaucoup à vous. Merci au directeur général de cette entreprise, M. Maboucha. Merci à la coordonnatrice. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.